Bonjour à tous et bienvenue à la première des conférences en thérapie de l'avenir. Je suis Marie-Hélène Caillol, je suis intervenante en géopolitique depuis 5 ans à l'INSEC Omnes. Et depuis 4 ans, j'ai la chance d'animer, participer à l'animation d'un projet qui s'appelle l'École de l'avenir. On a commencé ça avec Claire il y a déjà 4 ans, plutôt sur une dynamique au début intervenant. Et là, donc après 4 ans d'expériences diverses, je suis très fière de passer avec vous en ce moment ce format géant orienté étudiant cette fois-ci pour réfléchir ensemble sur l'avenir, pas y réfléchir, mais l'observer, l'explorer avec des intervenants de divers horizons. Donc ce format, il est destiné à tous les MSI, donc ça c'est une grosse caractéristique, même M1 et M2. Il aura lieu chaque mois. Les 3e mardis du mois. Je ne sais pas si ce mois-ci c'est le cas, mais à partir de janvier, ce sera le 3e mardi du mois, donc c'est facile à repérer, à 19h, de 19h à 20h30. C'est donc 90 minutes, un plateau d'intervenants à chaque fois, un intervenant star au centre qui parlera 20 minutes à chaque fois, et autour des intervenants étudiants, intervenants de l'INSEC, autres intervenants extérieurs, et sur ce thème de en thérapie de l'avenir, donc enfin ce titre. Et donc pourquoi cette expression, on a choisi ce nom pour cette série de conférences avec ce mot thérapie qui interpelle et qui, voilà, c'est le but. Et en fait, je voudrais juste dans cette petite courte introduction à nos conférences, donc vous expliquer que ce terme de thérapie, c'est à la fois parce qu'on a eu le sentiment que, on voit tous que l'avenir tel qu'on le lit dans les médias, donc tel qu'on en parle tous, plutôt anxiogène, il est plutôt malade l'avenir. Donc on se dit que vous, en particulier étudiants, en tant qu'acteurs du futur, vous allez avoir le travail de soigner cet avenir, de faire en sorte que l'avenir, la réalité de l'avenir, quand il sera au présent, sera moins dramatique que ce qu'on en projette actuellement. Donc, on va soigner l'avenir, mais il nous a semblé que c'était aussi intéressant, et ça, c'est vraiment l'objectif, je trouve aussi, enfin, de mon point de vue de ces séances, c'est de se dire qu'on est aussi tous un peu malades de cet avenir qu'on nous présente de manière toujours de plus en plus effrayante, et que c'est peut-être aussi parce qu'on y met beaucoup d'émotions, que c'est assez irrationnel finalement la manière qu'on a d'aborder l'avenir, enfin tout ce qu'on entend sur cet avenir, et que ce qu'on va faire ensemble pendant ces 7 séances, ces 7 conférences de 1h30, c'est écouter des gens qui ont des vrais angles informés sur l'avenir, les combiner et tous ensemble essayer de regarder de manière plus rationnelle ce dont l'avenir est en train, ce dont l'avenir sera fait, tel qu'il se prépare aujourd'hui. Beaucoup de gens travaillent déjà à le soigner, cet avenir, à le préparer. Et donc, c'est ça qu'il était intéressant d'entendre. Et donc, c'est le but de ce cycle de conférences. Je finirai juste par un tout petit mot en disant, voilà, l'avenir est au cœur de l'INSEC depuis 4-5 ans. C'est un des grands sujets sur lesquels l'INSEC se penche parce que, bien évidemment, une école prépare des jeunes à être des acteurs efficaces dans l'avenir. C'est bien sûr entièrement tourné vers l'avenir, une école. Et donc, je suis très fière de pouvoir inaugurer aujourd'hui avec vous tous cette séance. Donc, nous serons autour ce cycle. Et nous serons autour aujourd'hui de Raphaël Bideau-Waddington, qui est prospectiviste et artiste. Donc, il y a une démarche à la fois qui est une démarche très originale et personnelle, mais en même temps très ancrée dans les métiers, qui va nous parler donc de l'avenir, puisque pour cette première séance, on va être vraiment sur ce sujet de l'avenir grâce à Raphaël. Mais autour d'elle, il va y avoir Claire Souvigné, que tout le monde connaît, notre directrice des MSI, des étudiants, Hamza Lafif, Robin Mopou, qui sont des étudiants de 2e année essentiellement, qui ont préparé des petites choses à nous présenter, et puis aussi un professionnel directement issu du monde du business, qui est un ancien business manager reconverti à la prospective et qui nous parlera de sa démarche, Olivier Nazerola. Donc voilà le panel qu'on vous propose. Et puis vous, bien sûr, on compte énormément sur vous. Vous pouvez intervenir dans le chat. Et donc, on compte bien sûr beaucoup là-dessus. Il y aura des moments
posez vos questions en continu. Elles sont sélectionnées par notre équipe d'étudiants que je vous présenterai à la fin. Toute cette équipe d'étudiants avec laquelle j'ai pu travailler ces dernières semaines. On travaille sur l'ensemble de ces conférences. Et donc, ils sont là, bien sûr, autour. Vous les verrez à la fin. Et c'est eux qui modèrent tout ce que vous envoyez et on utilisera, on répondra à certaines de ces questions à des moments précis du débat. Et pour commencer cette inauguration, donc c'est Claire Souvigné qui va nous parler. Donc Claire, je te passe la parole. Merci beaucoup Marie-Hélène et encore merci. Effectivement, tu as dit que ça faisait déjà quelques années qu'on réfléchissait à l'avenir à l'INSEC. Oui, on y réfléchit de façon consciente parce que évidemment toutes les écoles pensent à l'avenir, tu l'as dit aussi. Les écoles préparent l'avenir en préparant les professionnels de demain. Mais entre préparer l'avenir parce qu'on forme des professionnels et être conscient de la préparation qu'on en fait, il y a quand même une vraie différence. Donc nous, ce qu'on se dit à l'INSEC déjà depuis quelques années, c'est comment on peut faire en sorte que tous les mécanismes un peu inconscients qui se jouent dans la société et qui vont faire notre avenir, eh bien, comment on peut y préparer nos étudiants. Et quand on parle de thérapie, on pourrait presque parler d'ailleurs plus de psychothérapie, voire de psychanalyse, puisque le principe de la psychanalyse, c'est de réfléchir et de prendre conscience des mécanismes inconscients ou sous-jacents qui sont à l'œuvre dans nos comportements. Tu parlais d'émotions. La société est faite d'émotions. On l'a vu pour ceux d'entre vous qui sont en M1 et qui ont participé la semaine dernière à nos premiers ateliers de soft skills, c'est qu'il faut toujours être entre la partie rationnelle de l'être humain et la façon dont il gère ses émotions. Et finalement, l'avenir, il est imprévisible par définition, justement parce qu'il y a ces émotions qui nous prennent et qui nous font agir de façon impulsive. Et en même temps, il y a cette science que nous avons développée en tant qu'être humain et qui est formidable parce qu'elle nous permet aussi d'être des êtres rationnels. Alors, pourquoi donc on a décidé de travailler avec l'IP, le Laboratoire européen d'anticipation politique? C'était de se dire que finalement la méthode qu'ils ont mise en place pour essayer de réfléchir à ce que l'avenir de la politique et donc de l'économie du monde et de la société prévoyait, on s'est dit que ça serait pas mal de reprendre ce modèle pour le business. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on pourrait imaginer de regarder le business de demain plutôt que de le subir et d'être en permanence en train de réagir à ce qui se passe plutôt que d'être en train d'anticiper. Donc, on parle d'avenir, mais je pense que la question de l'anticipation est également quelque chose de très important. Alors, pour nous, écoles de commerce, c'est important de se dire comment on se projette dans l'avenir, comment on le vit, pour justement que vous, étudiants, et nos intervenants aussi, bien sûr, qui sont présents ce soir, là je vois Guillaume qui arrive, comment est-ce qu'on peut anticiper notre avenir et la façon dont on peut, parce que devoir, c'est peut-être un peu fort, mais dont on peut essayer de former nos étudiants à quelque chose qui les rende plus adaptables à cet avenir qui va arriver. Alors, il y a eu des études très nombreuses qui ont été faites et notamment dans certains pays, alors beaucoup de pays anglo-saxons, en France on est peut-être encore peut-être trop dans le présent, ce qui est bien aussi, mais en tout cas beaucoup d'universités anglo-saxonnes réfléchissent à l'avenir et ont déterminé pour les écoles de commerce 3 grands axes pour lesquels il leur semble que l'avenir des écoles de commerce va dépendre de ces axes-là. Donc je souhaitais les partager avec vous ce soir très rapidement, avant de laisser la parole à nos invités. Ces 3 points qui me semblent importants et sur lesquels nous allons travailler, et nous avons déjà commencé à travailler à l'INSEC, c'est le premier, tendre vers davantage d'équité et de diversité. La lutte contre les préjugés, le fait de cultiver l'inclusion, nous semble évidemment des signaux forts dans ce qu'on entend de la société pour que dans les écoles de commerce, on puisse aussi s'y intéresser. C'est d'ailleurs pourquoi, cette année, tous nos étudiants vont suivre un nouveau programme qui s'appelle INSEC Citizenship et sur lequel nous allons travailler sur la citoyenneté à travers ces questions d'équité et de diversité. On sait que l'avenir va devoir compter avec cette problématique-là. Le deuxième, c'est l'adaptabilité et la flexibilité, dont nous parlons d'ailleurs dans le programme de soft skills, qui est dans la manière de travailler. Vous, étudiants, vous êtes les futurs dirigeants.
comment peut-on vous aider à maîtriser les outils, les méthodes dans nos modes d'enseignement qui vont vous permettre d'être des leaders adaptables et flexibles sans pour autant être des sociétés à la mode peut-être Twitter où on vous oblige à dormir dans l'entreprise parce qu'on estime que vous devez donner plus. Ce n'était pas le sujet sur lequel je parlais d'adaptabilité et de flexibilité, mais plutôt d'être capable de réagir en anticipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la façon dont vous travaillerez plus tard. Et enfin, le troisième point qui me semble fondamental, c'est la partie internationale. Les relations internationales, nous avons en moyenne plus de 80 nationalités dans notre école et nous y tenons beaucoup. Ça permet de créer une mobilité étudiante et ça permet de créer une mobilité internationale, d'avoir des échanges avec des pays du monde partout et qui permettent aussi de concourir à la construction du futur. Donc le fait d'avoir une vraie diversité culturelle de nos étudiants me paraît une vraie force pour justement prévoir un peu l'avenir et le futur dans notre école. Voilà, donc ça veut dire que dans une école de commerce, on ne doit pas subir l'avenir, mais on doit le construire. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on va laisser la parole à nos experts et voir si peut-être on rêve, peut-être on a des grandes ambitions, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère, nous, dans nos écoles du groupe Omnes Éducation. Merci Claire, merci beaucoup de rappeler tout le sens que cela fait de se donner les moyens de mieux comprendre l'avenir du monde dans lequel les professionnels de demain évolueront. Professionnels de demain, étudiants d'aujourd'hui, nous avons voulu que les étudiants soient présents sur ce plateau. Et pour cette première, c'est Hamza Lafif en M2 qui va s'exprimer en anglais sur cette thématique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimera pour à l'avenir faire mieux, être un peu plus équilibré entre le français et l'anglais. Sachez aussi qu'on a désormais, grâce à un étudiant qui s'est proposé pour ça récemment, les replays seront sous-titrés en anglais. Donc voilà, tout le monde pourra avoir accès à ces séances dans les deux langues qui sont utilisées dans l'école. Il va... Alors, en fait, le rôle des étudiants, c'était a priori donc, de faire une petite étude parmi leurs pairs pour savoir voilà, ce qu'ils pensaient du thème et puis nous rapporter en synthèse ça. Et puis voilà, Hamza n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire parce que ça devait être quelqu'un d'autre qui devait le faire. Donc, c'est lui qui va s'exprimer sur l'avenir tel qu'il le comprend via les cours. Hein, c'est un de mes étudiants, donc j'en parle beaucoup moi dans mes cours, via son expérience et sa réflexion personnelle. À toi, Hamza, de partager avec nous quelques remarques en 5 minutes sur comment tu vois l'avenir, pourquoi ça compte pour toi et dans ta formation. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Hamza, I am a student in INSEC and this is actually my first year in master's degree in international business management. Basically the question was actually the future and the relationship between a business student and the future. Now, to start first, I want to talk about our personal experience and the relationship we have with the future. Of course, future comes up in every situation, comes up in every conversation when we're talking, but for a business student, it's when it comes to their courses. Let me give you an example. The future is inside every single course. For example, if we talk finance, you're going to have the forecasting of the investors. We're going to have the future studies of the investors to see if the investment is worth putting money into it or not. If we change the topic, if we look in social studies and the geopolitical studies, the future is everything. We're going to study the history. We're going to study, of course, what is going on in the present to assume what could be happening in the future and avoid certain negative events, of course. As we can see, the future is related to us as business students, of course. The issue is nowadays, which is quite sad, is that not a lot of students care as much about, of course, their future. I mean, I did a small, of course, study inside my class, and we are just 10 students to be exact.
And I asked them, of course, do you know what is your plan? What is your future, of course, career plan after school? Just as an example. And of course, 6 to 7 people said no. Personally, to me, it's quite bad. You know, success comes with a plan. A plan is a recording of the future, is studying the probability, studying the possibilities to, of course, achieve a certain success. As I already mentioned, everything has a certain, of course, I would say plan, everything connected to go and sunrise, of course, what is going on, what is going to happen, so we can avoid certain negative stuff and get into the success and into the, of course, right path. Now, I would hope so, with the help of our director, with the help of our professors, of course, such as Ms. Kayo, we're gonna hopefully. They're gonna guide us, and they're gonna help us, of course, set up a certain goals, a certain objectives, a certain milestones that we could follow towards a better career, towards not only, of course, academically, but also professionally. You know, because of course, after school comes the real life situations when it comes to work, when it comes to maybe 9 to 5 jobs. You know, but. Yes, of course. As I mentioned, with the help of our professors and director, I really hope our students are gonna wake up and know what are their plans for the future. Thank you very much, Hamza. And I like your sentence, success comes with a plan, and of course a plan happens in the future. And of course you plan better if you know what the future is made of. Donc, so that's what we're here to do, to try to explore, understand better, and therefore plan better. So thanks for your remarks, Hamza. Merci. Donc on continue sur ces remarques étudiantes de cet angle générationnel sur l'avenir, qui est le plus pertinent, bien sûr. On continue encore avec les étudiants, parce qu'on a fait, vous le savez, il y en a pour encore 5 minutes avant qu'on passe à notre intervenante principale, mais on trouvait que c'était important d'échanger, de partager avec vous le fruit du quiz qu'on a fait circuler. Êtes-vous visionnaire? Donc, on a fait circuler ça parmi tous les étudiants. On a eu un certain nombre de réponses, mais je laisse Robin nous en parler. Est-ce qu'il est là, Robin? Est-ce qu'il peut? On ne le voit pas, là, hein, à l'écran. Allô? Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. Tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? Voilà, merci. Voilà, super. Donc, c'est Robin qui va nous présenter le résultat de vos réponses. À toi, l'antenne, Robin. Un petit résumé des réponses du questionnaire. J'en ai choisi que quelques-unes, les plus pertinentes, je trouve. Sur la 71% de personnes qui pensent que l'Union européenne existera toujours en 2050, c'est plutôt positif pour l'avenir, sachant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc c'est bien que plus de la moitié des personnes qui ont répondu au questionnaire trouvent que l'avenir a une connotation plus effrayante que attirante. Donc bon, voilà, ça concorde un petit peu entre les deux. Ensuite, vous étiez plutôt d'accord sur le fait que pour être un acteur social responsable, il faut bien comprendre les enjeux de l'avenir. Hein, forcément, c'est dans les sujets c'est dans toutes les entreprises aujourd'hui qu'on en parle. Partout où on passe, c'est vraiment le sujet principal désormais. Voilà, donc il faut vraiment bien comprendre tous ces enjeux, où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Une question qui a été bien discutée dans les réponses. Êtes-vous d'accord avec cette phrase de Galsworthy? If you don't think about the future, you cannot have one. C'était très partagé, très partagé. Dommage qu'on ne peut pas avoir tous les avis du pourquoi
mais en tout cas, la plupart pensent que, enfin, la plupart, vous êtes d'accord, 56%, vous êtes d'accord avec ça. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, on avait dans les aspects de l'avenir, qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui vous fait rêver? Alors là, il y a eu pas mal de réponses et les réponses principales, forcément, c'était tout ce qui est au bout du jour, l'urgence climatique, la guerre, la destruction des ressources principalement, et ensuite vient la catastrophe naturelle et tout le reste. Et on voit dans les deux que le développement du métaverse, qui est aujourd'hui très développé, ni n'inquiète ni ne fait rêver. Donc c'est un entre-deux. Et dans ce qui fait rêver, on a vraiment beaucoup vivre dans un monde en paix. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Vivre dans un monde en paix, gagner beaucoup d'argent, ça j'imagine bien, et être utile à la société. Donc c'est plutôt positif quand on regarde le futur. C'est plutôt, les réponses sont plutôt positives, donc c'est très intéressant et c'est super sympa. Donc voilà pour ces petites questions, petit résumé des questions ce pourquoi vous y avez répondu. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Robin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment? Merci Robin. Excusez-moi, j'ai une faute de fil. Voilà, donc, alors juste quand même une remarque importante, il y a eu plus de 450 réponses, hein, je crois, à ce questionnaire, c'est ça? Bon, il a disparu, si tu peux. Enfin voilà, en tout cas. On est à 476 actuellement. 476, bon, bah ça c'est super quand même. 476 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, ça veut dire que ces questionnaires à l'avenir, ils ont de l'intérêt, ils disent quelque chose sur ce que pensent les étudiants. Je trouve que quand même, tu trouvais positif qu'il y ait une majorité qui trouve que l'UE existera encore. Moi, je trouve qu'il y a quand même quasiment un quart qui dit qu'elle n'existera plus. Ça, c'est plutôt, compte tenu d'un biais de conservatisme bien connu, c'est énorme en fait d'avoir 25% de personnes d'étudiants qui pensent qu'elle n'existera plus. Bon, ça peut être gadget. Enfin, en tout cas, et puis par contre, l'avenir, on remarque, on en avait parlé un petit peu, le fait qu'une majorité d'entre vous pensent que l'avenir est effrayant, en fait. Ça, par contre, c'est pas bon. Et j'espère, ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait faire dans 7 mois, quand on aura fini ce cycle, à la même question. Est-ce que vous répondrez plus positivement? Ça, ce serait un beau challenge. Le but n'est pas de se faire rêver de manière absurde à des avenirs merveilleux, mais en rationalisant, est-ce qu'on se rassure sur l'avenir? Ça serait super. Voilà, bien, bah, écoutez, on a eu toutes ces remarques préliminaires, et donc maintenant, nous allons nous rapprocher du moment où nous allons pouvoir écouter Raphaël, que je voudrais quand même présenter. D'abord, elle va nous parler des futurs pluriels. Pourquoi et comment explorer le futur? Par ailleurs, donc je vous la présente voilà, moi-même, pour qu'elle n'ait pas à le faire. Elle est prospectiviste et fondatrice d'un laboratoire qui s'appelle le Lead Future Lab, qui est une plateforme de recherche prospective hybride produisant des contenus prospectifs et concevant des futurs labs collaboratifs pour des entreprises, des villes, des écoles, des universités ou des lieux culturels. Depuis une dizaine d'années, elle travaille régulièrement avec l'agence internationale Pecler's Future Trends pour des entreprises telles que Bouygues, City Innov Group, Galeries Lafayette ou le Musée d'art et d'histoire de Genève, et des écoles aussi, telles que Sciences Po, HEC, Aalto University Helsinki, Parsons School ou UCL, UCL. Ah oui, l'université de Louvain, c'est ça? Bon, je sais pas, tu nous diras. Son projet sur le futur du Grand Paris, mené avec le pôle de recherche artistique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été lauréat de plusieurs programmes de recherche et d'innovation pédagogique et a permis de prototyper des méthodes prospectives et créatives. Raphaël est également membre de réseaux de recherche internationaux tels que le New Club of Paris, économie de l'immatériel et politique d'innovation, et le UNESCO Global Futures Literacy Network. L'UNESCO est connu pour avoir un programme de Future Literacy, et donc auquel Raphaël appartient. Toutes ces publications, conférences et collaborations sont disponibles sur son site. Voilà, donc je vous laisse maintenant entre ses mains, si je puis dire, et Raphaël, je te laisse nous parler des futurs pluriels, pourquoi et comment explorer le futur.
Très bien, merci Marie-Hélène de cette introduction. Je suis ravie d'être parmi vous. J'aime beaucoup intervenir dans des contextes pédagogiques et j'aime beaucoup avoir des échanges avec les étudiants. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise de préparer des questions et aussi de m'interpeller s'il y a des mots, des concepts que vous ne, voilà, sur lesquels vous aimeriez que je revienne. Vraiment, je serai ravie de répondre à vos questions en fin de présentation. Alors pour le moment, je vais d'abord partager mon écran. On a testé tout à l'heure, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Marie-Hélène, tu peux me confirmer? Oui, parfait. Ouais, tu as raison, je fais juste une remarque. Donc, vous êtes tous les bienvenus pendant l'intervention de Raphaël de poster vos questions. Hein. Donc, il y aura, juste après l'intervention de Raphaël, il y a une dizaine de minutes pour qu'elle réponde à vos questions. Donc mon intervention s'appelle Futur pluriel, hein, pourquoi et comment explorer le futur. Donc c'est vrai que le futur, c'est vraiment un vaste horizon avec beaucoup de raisons différentes d'explorer le futur, et en fait il y a plein de futurs différents, et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. D'une part, toutes les raisons pour lesquelles les acteurs économiques peuvent avoir besoin d'explorer le futur selon différents prismes, et ensuite comment par différentes approches, eh bien, on peut se forger des méthodologies. Certaines vont être plus pragmatiques, d'autres plus conceptuelles, plus élaborées pour des enjeux parfois plus complexes. Donc d'abord, c'est vraiment cette idée que l'image que vous avez là, c'est un des outils conceptuels que je peux utiliser dans certains projets. Je reviendrai dessus, je voulais simplement avoir cette image plutôt comme une illustration d'ambiance avec cette diversité de points de vue, cette diversité d'échelles et cette diversité de partis pris pour adresser le futur. Alors, en effet, comme Marie-Hélène l'a présenté, et puis comme le questionnaire auprès des étudiants le rappelle, il y a beaucoup de choses très incertaines dans le futur actuellement. On est dans un monde en profonde mutation. Il y a aussi un horizon qui est assez bouché. On a vu l'ampleur de la crise Covid qui a arrêté le monde. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, il pourrait y avoir voilà, des incidents qui suscitent des ondes de choc monumentales telles que la crise Covid qui a arrêté le monde en quelques mois. On voit la guerre en Ukraine, les tensions US-Chine, beaucoup d'incertitudes géopolitiques. On a tout un volet de menaces économiques avec l'inflation, le hausse des taux, la menace de récession aux États-Unis, tous ces mouvements aussi de démission et de ras-le-bol. Hein, donc il y a comme ça tout ce contexte assez anxiogène. En arrière-plan, on a aussi tout ce grand mouvement des transitions digitales et environnementales qui sont des espèces de méga trends. Hein. Je reviendrai sur ce terme de transition qui est important à comprendre. Et ce sont des grands mouvements qui transforment le monde à toutes les échelles, depuis notre vie quotidienne jusqu'aux grands échiquiers planétaires. Et ça, ce sont voilà, des grands mouvements. Qu'on le veuille ou pas, de toutes les façons, ils provoquent des chaînes d'impact très diffus à tout point de vue. Alors, certains chercheurs vont utiliser ce terme de monde VUCA, qui serait voilà, une manière de caractériser cette ambiance dans laquelle nous sommes, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, difficile à capter, difficile à appréhender, où on a l'impression que l'horizon est bouché. Et c'est dans ce genre de climat, évidemment, que naît l'anxiété du futur, le sentiment de fin du monde, de collapsologie, des choses qu'on voit vraiment au quotidien dans les médias. Et ça, c'est ce climat anxiogène, finalement, il donne l'impression qu'il n'y a pas de futur ou que le futur est forcément quelque chose d'un peu négatif et bouché. Hein, et votre enquête le montre assez bien. Il y a quelque chose d'un peu effrayant dans cette ambiance voilà, où on a l'impression qu'on n'aurait même plus le droit de rêver. Alors en fait, c'est un peu la raison pour laquelle c'est important de se saisir du futur. Hein. Dans le futur, il y a vraiment différentes facettes. Il y a d'une part le fait que le futur n'est pas une science et que personne n'est légitime pour dire que va être le futur. Hein. Le futur, ça reste quelque chose de flou, d'incertain. On peut explorer le futur, on peut étayer des raisonnements pour appréhender des futurs possibles, des futurs hypothétiques, mais finalement, personne n'est légitime pour dire le futur sera ça et il n'y a que ça de vrai. En fait, le futur, c'est un espace d'exploration collective et il y a plein de manières de l'explorer comme nous allons le voir ensemble. Donc la première chose aussi, c'est d'un point de vue psychologique, hein, et Claire a parlé de cette dimension psychanalytique, psychologique, c'est important de se dire que la première chose qu'on fait quand on se met à explorer le futur, c'est déjà résister
résister, s'opposer à cette chape de plomb de l'incertain, le vertige de la complexité, de ce monde qui a l'air impossible à appréhender. Explorer le futur, c'est aussi apprendre à gérer ses risques, anticiper, étayer ses prises de décision pour mieux convaincre, pour mieux investir. Et c'est aussi un moyen de soutenir des décisions pour s'engager. Donc vraiment, la démarche d'explorer le futur, c'est d'abord une décision personnelle et ensuite collective d'aller, de se réapproprier le droit, d'explorer le futur, de se réapproprier le futur et avec l'idée aussi de pouvoir influer et contribuer à la fabrique d'un futur qui soit plus positif. Donc il y a vraiment d'abord cette notion un peu psychologique du rapport au futur où tout le monde a le droit d'aller explorer, imaginer, pressentir, structurer, façonner des futurs. Donc ça, c'est vraiment d'abord plutôt d'un point de vue psychologique. Ensuite, de manière beaucoup plus concrète, dans les entreprises, et bien finalement, pour adresser ce monde incertain, on a besoin d'explorer le futur de plein de manières différentes pour différentes raisons. Et déjà, on va aussi se dire, il y a une différence entre explorer le futur, par exemple, de son contexte, de son marché. Par exemple, je vais prendre l'exemple aussi d'une école. Qu'est-ce que c'est que le futur de l'éducation au sens large, en opposition de qu'est-ce que c'est que le futur de l'école en particulier, hein. Donc, il y a déjà aussi là 2 perspectives possibles. Le futur d'un monde environnant, d'un contexte versus le futur d'une entreprise, d'un service, d'un projet ou d'une personne, où là, on va aller chercher plutôt un projet et un plan, hein, comme disait le témoignage de l'étudiant qui nous a parlé tout à l'heure, Hamza, si je me souviens bien. Donc voilà, donc déjà, introduire ces 2 prismes, les évolutions et les futurs possibles du contexte versus ceux de l'entreprise et de ses choix et ses projets. Ensuite, dans l'entreprise, on va avoir besoin d'explorer le futur, notamment pour innover. Dans l'innovation, on va aller chercher les produits et les services de demain. Là, les méthodes qui vont être les plus adaptées vont venir parfois du design, un petit peu de la science-fiction aujourd'hui, j'en parlerai également. La prospective également, mais je vais revenir sur le design en premier lieu. Pour le marketing, on a besoin de comprendre les clients, les besoins, les imaginaires de demain. Là, on va plutôt chercher l'analyse de tendance. Quand on veut repenser une stratégie, un investissement, là, on a besoin de réfléchir de manière un peu plus élaborée. On a besoin d'identifier où sont les valeurs de demain. On a besoin de comprendre des réflexions un petit peu plus élaborées, peut-être à un horizon plus lointain, hein. Il y a aussi ce facteur de temporalité. Est-ce qu'on va chercher des futurs à horizon 5 ans ou à horizon 20 ans? Ce n'est pas le même parti pris. Un groupe pétrolier qui développe des gisements sur des horizons de 50 ans, ce n'est pas la même chose que développer des produits pour la saison prochaine ou les 2-3 prochaines années. Donc, la prospective, là, c'est quand on est plutôt sur de la stratégie et de l'investissement. Quand on est dans une démarche de RSE, on doit prendre conscience, mesurer ses impacts futurs. Donc là, on est plutôt encore dans un cheminement qui va plutôt s'apparenter à s'inscrire dans une transition. On va chercher un petit peu d'autres méthodes. Je vous présente un petit peu cette matrice pour vous montrer que déjà, il y a déjà plein de contextes différents où on va pouvoir aller chercher des méthodes. Quand on va communiquer, quand on va définir la mission de l'entreprise, on veut chercher une promesse d'avenir. Donc là, on va peut-être plus travailler sur le langage du futur. Du point de vue des RH, on cherche à comprendre les talents, la mise à jour des talents pour demain, aussi de tourner les équipes, les regards des équipes vers l'avenir. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la formation, des talents, de l'investissement personnel. Je reviens aussi sur cette notion de relation au futur dans les entreprises. C'est important que les collaborateurs soient engagés dans ce mouvement du futur. Et puis ensuite, d'un point de vue des relations extérieures d'une entreprise, elle peut avoir envie de mobiliser, influencer, prendre sa part face à des défis futurs. Par exemple, quand on veut passer vers des modèles bas carbone, parfois il faut savoir le faire avec d'autres parties prenantes. Pourquoi pas la ville? Pourquoi pas d'autres acteurs? Et dans ces cas-là, eh bien, il faut pouvoir mobiliser autour de défis futurs
Et là encore, on va choisir une approche d'exploration du futur qui sera différente. Vous voyez, comme ça, là, on peut sentir entre des choses très concrètes, des produits, des services de demain avec cette démarche d'innovation, des démarches de marketing, des démarches de stratégie. En fait, le futur est partout, hein, vous l'avez dit également, le futur est vraiment au cœur de chacune de nos prises de décision. Et finalement, explorer le futur, c'est consolider ces prises de décision, peut-être aussi être plus convaincant pour mobiliser et fédérer et s'engager vers l'avenir. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une base de réflexion sur tous les besoins des entreprises. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail comment, par le design, l'analyse de tendance, la prospective, la science-fiction, les transitions, on peut aller chercher on va construire des raisonnements finalement qui sont différents. Alors, j'avais préparé une petite slide sur le Lead Future Lab, mais en fait, Marie-Hélène a quasiment tout dit. Hein, le lead, c'est d'une part de la production de contenu prospectif, beaucoup d'analyse de tendance avec l'agence Péclers Paris depuis une dizaine d'années. Hein, c'est vraiment un des clients historiques du lead. La conception de Future Lab sur mesure, et ça c'est vraiment une de mes spécialités, c'est vraiment de travailler cette hybridation des méthodes, parce que vous allez voir, il y a quand même des limites aux méthodes conventionnelles, hein, qu'elles viennent du design, de la prospective, elles ont toutes leurs avantages et leurs insuffisances. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de vraiment de s'adapter à des contextes pour mettre en marche des méthodes de recherche prospective, de recherche d'exploration sur le futur, qui font sens par rapport aux défis qu'on adresse et aux enjeux, donc le pourquoi. Hein, ça, c'est vraiment le point de départ, c'est pourquoi on explore le futur, clarifier ses objectifs pour ensuite optimiser ses impacts. Et donc le lead ensuite, donc il y a des chantiers de R&D, notamment sur le Grand Paris, avec ce bouquin aussi que j'ai écrit, Paris Ars Universalis, scénario fiction d'un futur Grand Paris, ou encore des énormes workshops scénarisés qui permettent de spatialiser et d'être dans aussi quelque chose de très très créatif. Hein. J'ai aussi j'ai introduit dans ces labs parfois des éléments plus artistiques. Si c'est pertinent, il n'y a aucune obligation de ce côté-là, mais parfois, ça permet d'ouvrir les imaginaires. Et vraiment, dans l'exploration des futurs, il y a toujours ce tandem de imagination, créativité et partage de connaissances, recherche, avec quelque chose d'un petit peu sérieux quand même sur l'exigence sur les contenus. Voilà, donc là, maintenant, on va venir... On va parcourir ensemble chacune de ces approches, hein, finalement, et on va commencer par l'approche d'un futur plutôt appliqué, avec cette notion de faire le futur, avec tout ce qui vient du design. Je suis sûre que vous avez des cours de design thinking. Hein, les méthodes d'innovation aujourd'hui sont très hérites en fait de ces notions de design UX et de design thinking qui ont une bonne vingtaine d'années maintenant, hein, avec cette notion de creative problem solving, de rapid prototyping. Ces méthodes d'innovation, elles ont des vertus de favoriser l'action rapide. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que par rapport à des soucis de responsabilité, de pouvoir mesurer ces impacts environnementaux, c'est un petit peu insuffisant. Et donc, les méthodes d'innovation aujourd'hui cherchent intègrent d'autres éléments, que ce soit des apports de la prospective, mais aussi des apports de l'ethnographie, de l'anthropologie, notamment parce qu'on s'aperçoit que le user, par exemple, peut avoir il y a en arrière-plan de l'aspect pragmatique des usages, il y a aussi des questions socioculturelles. Vous avez beaucoup parlé d'inclusion et de diversité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse dans l'innovation d'une réflexion sur les identités et les imaginaires qui sont mobilisés autour des nouvelles propositions. Et donc, un peu d'ethnographie, un peu d'anthropologie, eh bien, ça aide à mieux comprendre les contextes d'utilisation également. Ensuite, il y a toute une avant-garde des nouvelles formes de recherche dans le design qui peuvent être très intéressantes, qui viennent du design spéculatif, du design critique, du design fiction. Tout ça, ce sont des nouvelles approches qui ont plutôt vocation à faire un pas de côté pour tester des hypothèses spéculatives, donc avec des propositions, par exemple, là j'ai mis une image du Designing for Robotic Natives, qui est une proposition de designer critique un petit peu subversive, avec cette idée qu'à un moment donné, il faudra pouponner des robots dans ce monde hyper technologisé. Donc, c'est le design, toute cette partie du design, ça peut être une manière aussi, à un moment donné, dans un processus d'innovation, de vérifier qu'on n'a pas des biais, qu'on n'a pas des points aveugles, qu'on n'a pas oublié de se poser des questions. Et donc, voilà, autour des innovations, il y a tout un chantier, et je pense que l'autre intervenant qui interviendra avec moi, Olivier, je crois, parlera
parlera probablement un petit peu de ces nouveaux chantiers dans les méthodes d'innovation, de rester dans quelque chose de pragmatique, mais en même temps en intégrant des paramètres un peu plus larges. Donc la prospective, évidemment, ça fait partie l'analyse de tendance et la prospective, toutes les autres méthodes que je vais vous présenter contribuent en fait, doivent venir irriguer l'innovation. Et là, je vais faire un focus sur ce qu'on appelle l'analyse de tendance. Alors, chaque méthode a un petit peu son vocabulaire. Hein. J'essaye toujours aussi d'être très claire sur les concepts. Hein. Sur l'innovation, il y a ces notions de design UX, design thinking, design critique. On a des mots-clés comme ça qui sont vraiment structurants de l'esprit de chacune de ces méthodes. Dans l'analyse de tendance, on va avoir aussi des mots-clés qui vont être cette notion de scanning, hein, de scanner l'horizon, d'être vraiment un observatoire. Donc l'analyse de tendance, c'est quelque chose qui vient dans la continuité de pratique de la veille, hein, donc une veille sur son marché. Eh bien, l'analyse de tendance, c'est une veille un peu plus élargie où on ouvre l'horizon d'analyse et on essaye de comprendre toutes les évolutions en cours et à venir qui impactent son activité, son marché, qui peut aussi impacter ses cibles, ses territoires, ses valeurs. On essaye de comprendre quels sont les mouvements, hein, donc les tendances qui impactent son domaine d'études. Donc là, on n'est pas trop à l'intérieur de l'entreprise, on est plutôt dans son panorama, hein, dans son contexte. Et à un cahier tendance, eh ben, on va choisir un thème, par exemple le futur de l'éducation, ou le futur de l'alimentation, ou le futur du travail, ou le futur du métavers. On va choisir un thème et ensuite on va faire ces analyses de tendance avec d'abord ce scanning, hein, donc cette notion d'observatoire. Donc ça, c'est un travail qui se fait très bien de manière en équipe, de manière collaborative. J'invite vraiment, c'est quelque chose qui se fait très bien dans un contexte étudiant, ce travail d'analyse de tendance. On peut le faire, vous pouvez former des petits groupes et vous faire un peu la main. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait de manière assez intuitive. On essaye de comprendre ce qui bouge, ce qui change et vers quoi ça peut aller derrière. Donc, il y a la veille. Et dans cette veille, on va essayer de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc là encore, un terme important à comprendre. Un signal faible, ce serait un indice du futur, hein, donc un indice émergent qui peut être une nouvelle technologie, une nouvelle offre, une start-up, un événement sociopolitique, une production, quelque chose qui produit une influence qu'on pressent comme étant déterminante. Et on estime qu'à l'avenir, le signal faible va devenir fort. Hein, donc c'est aussi cette idée que le futur est déjà là, il suffit de le détecter. Donc vraiment, l'analyse de tendance, c'est ce principe de saisir tout ce qui bouillonne, qu'est-ce qui est vraiment nouveau, qu'est-ce qui semble changer la donne? Et c'est ce mouvement-là qu'on va essayer de comprendre. Ensuite, ça passe par un travail de conceptualisation. Et évidemment, on est plus à l'aise pour le faire quand on a un petit peu de bagage historique pour comprendre pourquoi c'était comme ça avant, pourquoi ça devient comme ça aujourd'hui, et de mettre un petit peu des mots sur ces tendances. Donc l'analyse de tendance, il y a aujourd'hui beaucoup d'offres en la matière, depuis la petite agence de communication très light qui fait de l'analyse de tendance très superficielle, jusqu'à des agences qui font des analyses de tendance très élaborées avec des macro-trends et des micro-trends sur lesquels on va pouvoir vraiment construire des stratégies. Donc malheureusement, il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité dans les niveaux, dans les qualités d'analyse de tendance. Voilà, donc il faut quand même regarder un petit peu les profils des personnes pour comprendre un petit peu s'il y a cette richesse, ce bagage un petit peu plus historique pour comprendre voilà, les vrais mouvements. Aujourd'hui aussi, on assiste à des nouveaux acteurs qui proposent des outils algorithmiques d'analyse de tendance. Il faut savoir que moi, je suis régulièrement contactée pour faire des bêta-testing de ces algorithmes. Bon, en réalité, c'est quand même toute une équipe derrière d'analyse de tendance qui font quand même un peu le travail. Donc, il est vraiment beaucoup trop tôt de s'en remettre complètement à des algorithmes qui seraient susceptibles de donner des bonnes tendances. Donc, des prospectivistes et des analyses de tendance qui travaillent avec des algorithmes, oui, mais l'algorithme tout seul, ça n'est pas suffisant. Voilà, donc des cahiers de tendance, c'est aussi des formats qui peuvent être assez sexy et chouettes à utiliser en workshop d'innovation. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très tourné vers l'action, avec des mood boards, avec l'utilisation de beaucoup d'images et des contenus qui sont en général assez synthétiques. Donc moi, j'aime beaucoup les cahiers de tendance. Je trouve que c'est très, très utile, très, très efficace. Même s'il y a à boire et à manger dans ce qui est proposé sur le marché, eh bien, c'est quand même très intéressant en fait de savoir en faire. Voilà. Donc voilà pour l'analyse de tendance. Et l'analyse de tendance, c'est sur un horizon de
2 à 10 ans, ça dépend des marchés qui bougent plus ou moins rapidement. Voilà pour l'analyse de tendance. Alors ensuite, je vais en venir à la recherche prospective. Donc la recherche prospective, pour la remettre légèrement d'abord aussi dans son contexte, hein, c'est une discipline, ça aussi c'est toujours intéressant dans les approches de comprendre un petit peu d'où elles viennent, parce qu'elles forgent un peu l'esprit en fait de chacune des méthodes et des enseignements et des concepts même qui sont mobilisés. Et donc la recherche prospective, c'est plutôt une discipline qui est née au tournant de la Deuxième Guerre mondiale et qui a aidé notamment les gouvernements, les grands groupes à mettre en place les grands programmes de reconstruction, d'industrialisation et d'aménagement des territoires au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un peu tout à reconstruire. C'était aussi un moment d'accélération industrielle, hein, les 30 Glorieuses, et donc ces méthodes, elles sont nées à cette époque-là. Donc, elles ont d'abord eu comme fonction vraiment d'aider à mettre en place des stratégies pour les gouvernements, pour définir des politiques publiques, pour installer des stratégies d'investissement à horizon 15, 20, 30 ans, voire 50 ans. Hein. Donc, c'est plutôt un horizon assez lointain. Ça peut être aussi des méthodes utilisées par des fédérations, des ONG ou des lobbies qui vont vouloir aussi influer sur la structuration dans un domaine. Par exemple, sur l'alimentation, il y a des fédérations qui font de la prospective pour pouvoir influencer sur les réglementations auprès de la Commission européenne, par exemple. Donc, avec la prospective, voyez, on change un petit peu de perspective. On est moins dans l'opérationnel de vouloir irriguer l'innovation, même si aujourd'hui, justement, il y a un peu des croisements de méthodes couplées prospective avec innovation. Néanmoins, la prospective, ça reste des dispositifs en fait, de recherche très élaborés avec des grandes méthodes qu'on va retrouver, notamment le scénario planning. Hein. On entend souvent cette notion de scénario. Hein, donc, le scénario, on va construire une matrice d'analyse avec des variables influentes. On va combiner ces variables et on va essayer de définir 3, 4 grands scénarios de transformation, par exemple, futur du travail. Est-ce que c'est un marché qui est plus précaire? Est-ce qu'il est plus encadré par les gouvernements? Voilà, on va avoir des grands scénarios qui se dessinent. Donc, un effort prospectif, pour le faire correctement, il faut quand même prendre le temps de le faire soigneusement, sinon c'est un peu n'importe quoi. Donc là, en fait, le problème, c'est que ces méthodes de recherche prospective, elles peuvent être très fastidieuses. Pour faire un vrai bon travail, il faudrait en fait quelque chose comme 8, 12, 18 mois de travail collectif pour le faire bien. Or, parfois dans l'entreprise, on a besoin de pouvoir innover et agir beaucoup plus rapidement. Et donc, on fait un peu de la fausse prospective avec des ateliers de scénario planning qui sont un petit peu trop expédiés. Finalement, on a des résultats qui sont moyennement satisfaisants. Donc, voilà. Donc, si on est une entreprise qui a besoin de faire des gros investissements à un horizon assez lointain ou qui a besoin vraiment de réviser de fond en comble, je pense par exemple au monde de l'hôtellerie pendant la crise Covid où tout d'un coup, c'est vraiment le gisement de valeur s'est effondré. Il faut vraiment réviser tout de fond en comble. Et bien, à un moment donné, il faut faire un gros travail comme ça d'analyse de où est l'avenir. Donc, il y a des endroits, il y a des moments où c'est pertinent. Quand on est dans des réflexions en profondeur, quand on est dans une démarche d'innovation, il vaut mieux mélanger un petit peu les méthodes, comme je le disais tout à l'heure, avec de l'innovation, de l'analyse de tendance, peut-être un peu d'inspiration, peut-être un peu de transition. Mais en tout cas, voilà, la prospective, c'est vraiment une école qui a sa raison d'être également et qui sert des raisons, voilà, des enjeux de recherche sur le futur. Par exemple, à l'Union européenne, il y a tout un département de prospective. Les gouvernements ont des centres de prospective pour soutenir les politiques publiques. On sait que les lois, par exemple, mettent un temps assez lent à s'installer, donc c'est plutôt cette temporalité. Donc voilà, j'ai mis en exemple notamment cet outil du Future Cone, avec cette perspective future, avec aussi ces notions de futur possible, plausible, préférable. En réalité, bon, à chaque recherche, on va essayer d'avoir, mais moi je trouve que c'est toujours un petit peu factice. Le futur étant, on l'a dit, le futur n'est pas une science, et parfois quelque chose qui s'avère être un futur préférable, quand on regarde dans les détails, en fait, il est complètement catastrophique, ou un futur qui a l'air horrible, quand on regarde dans les détails ou qu'on le tisse un peu plus en détail, il s'avère tout à fait favorable. Donc attention
aux effets un petit peu trop marketing de scénarios qui seraient trop attractifs. Il faut vraiment aussi, à un moment donné, rentrer dans les détails. Donc, autour de la prospective, il y a énormément de nouvelles approches qui essayent de chercher justement innovation plus prospective, prospective plus design également. Il y a aussi les enjeux des transitions qui proposent des canevas, je vais vous en parler dans une minute. Il y a tout ce volet aussi, parce que dans ces méthodes de recherche prospective, il y a toujours beaucoup d'ateliers, c'est des processus très collaboratifs. Finalement, parfois, on peut aussi se dire que ce n'est pas tant le résultat que le processus collaboratif qui va nous intéresser. Et là, on va l'utiliser non pas dans un souci de l'output, du résultat des scénarios, mais en fait plutôt dans un souci de formation des équipes. Donc là, vous voyez, c'est plutôt un effet par la bande, où on se dit, bon, bah, c'est pas grave si les résultats ne sont pas forcément si convaincants. Ce qu'on veut, c'est embarquer nos équipes dans un raisonnement sur le futur. Et ça participe à ce qu'on appelle la littératie du futur, c'est-à-dire être capable de se former, de faire l'expérience régulière d'explorer à minima le futur. C'est ça la littératie des futurs, c'est se forger une littératie, donc un bagage de compétences pour adresser les futurs de manière un petit peu diffuse. Voilà, il y a aussi des choses entre prospective et science-fiction avec ces enjeux du world building sur lesquels je vais revenir et aussi voilà, les arts. Donc la prospective… Raphaël, oui. Raphaël, je me permets juste de te faire… remarquer le temps. Est-ce que ça peut tenir encore en 5 minutes, ce que tu as à dire? Ouais, c'est bon. Ouais, ok, ouais. Super, merci. Enfin, on va pas te couper trop, mais juste pour que tu accélères un petit peu. Ouais, non, je vais être parfait parce que je voulais vraiment prendre du temps sur le design et la prospective. Sur la prospective territoriale, avec ces matrices de transition, je pense que c'est intéressant au moins d'en connaître un minimum les codes, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tout un ensemble d'acteurs qui développent des matrices de modélisation des transitions, et finalement, pour avoir une innovation responsable, parfois, il vaut mieux coupler innovation en se disant on l'inscrit dans des schémas de transition plutôt que mettre en place une grosse artillerie prospective. Donc là, j'ai mis juste quelques exemples de matrices d'analyse, l'analyse multiniveau qui est intéressante avec ses niveaux micro, méso et macro. Aussi la matrice de la résilience urbaine, ça peut être intéressant pour des entreprises de vraiment travailler de concert avec des acteurs sur leur territoire, avec des matrices de la résilience urbaine qui ont vocation justement à fédériser des acteurs. Donc c'est aussi, moi je travaille beaucoup sur le futur de la ville et je trouve que c'est intéressant d'éveiller les acteurs économiques à cette dimension urbaine, territoriale, parce que ça peut être une bonne manière pour elles d'inscrire leurs engagements futurs dans un mouvement de transformation assez concret, plutôt que faire une prospective un peu hors sol. Parfois dire je me connecte au mouvement de transition du territoire, et bien finalement ça peut être plus efficace et plus concret pour mettre en branle un mouvement positif vers le futur. Voilà. Ensuite, un petit mot sur la science-fiction, parce qu'il y a tout un buzz en ce moment sur la science-fiction. Ce qu'on va retenir de la science-fiction, c'est ces notions de science fiction prototyping. Par exemple, le film Ready Player One, c'est un bon exemple de film. J'ai écrit un article récemment dessus, justement, sur comment dans ce film, on propose des simulations d'usage du métavers. C'est vraiment un film qui se joue, qui met en scène de manière très détaillée des usages d'un monde où le métavers est devenu omniprésent. Et donc, même si c'est un monde un peu dystopique, finalement, par le prisme de ce film, donc c'est ce qu'on appelle le science fiction prototyping, c'est que dans le film, en fait, vous avez tout un éventail de prototypes fictifs, de technologies qui vont peut-être exister à l'avenir, qui sont peut-être déjà là, mais le film peut aider des ingénieurs ou des acteurs économiques à façonner une offre innovante à l'avenir. Donc le science fiction prototyping, c'est cette focale sur les prototypes qui sont dans un film. Et puis il y a une autre facette des films de science-fiction qui va être intéressante, c'est cette notion de world building, de créer des nouveaux mondes. On voit qu'aujourd'hui on est dans un monde où la planète est mise en péril avec ce risque climatique. Et finalement, dans des récits, dans des nouveaux mondes, là il y a Avatar qui sort demain, Avatar 2 qui se joue dans les océans, et ben un film de science-fiction ou de cli-fi, climatic fiction, ce sont des simulations qui aident à penser qu'est-ce que pourraient être des nouveaux mondes. Donc là, je remets en bas à droite cette grille d'analyse que j'ai montrée très rapidement et qui est la grille que nous développons au LEAD avec cette idée de se forger un peu des outils pour être dans ce world building.
Voilà, donc je vais m'arrêter là. Juste un tout petit mot sur l'art, qui est plutôt l'art, c'est pas vraiment une méthode l'art n'est pas une méthode pour adresser le futur, mais l'art peut être mobilisé à tous les échelons. Dans l'analyse de tendance, on regarde beaucoup d'œuvres d'art. Il y a aussi des artistes qui prototypent des technologies ou des usages, notamment dans l'espace urbain, et donc ça peut être aussi cette idée de faire le futur avec des artistes. Les lieux culturels peuvent être des lieux aussi de réflexion sur le futur. J'ai mis en haut à droite le musée, j'ai un trou de mémoire sur le Smithsonian Museum aux États-Unis, qui est un des grands musées historiques, qui a toute une exposition, qui avait il y a quelques mois toute une exposition sur le futur. Donc les musées aussi sont des lieux intéressants pour explorer le futur, mais je dirais que l'art, c'est pas du tout une méthode, c'est plutôt un foisonnement de pistes qui peuvent aider à proposer des visions alternatives, des mondes futurs, des intuitions, des prototypes, et ça c'est plutôt dans le cadre d'une méthode un peu plus construite qu'on va pouvoir mobiliser éventuellement l'art. Voilà, je vais m'arrêter là, et ensuite voilà, j'ai mis la référence de l'article dont j'ai parlé tout à l'heure sur Ready Player One, et normalement je suis tout à fait bon dans le timing, Marie-Hélène. Bon, non, il y a 10 minutes de retard, mais c'est pas grave, c'était tellement passionnant. Je te remercie vraiment parce que c'était, enfin, je crois là, tu nous fais vraiment une présentation une revue de toutes les méthodes et de manière très structurée, très organisée, très claire, très pédagogique. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Moi, j'aurais plein de trucs à dire, mais c'est pas le but. On a, je crois, des questions dans régie, comme on dit. Et donc, je vais peut-être passer la parole à je ne sais pas qui d'ailleurs, parmi ma petite équipe sympathique, va nous transmettre les questions. Est-ce que c'est Robin? Oui, ça a l'air. On va s'alterner entre deux pour poser des questions. Moi, je vais commencer avec une question qui revient du début de la conférence. Est-ce réellement une bonne chose que l'Union européenne existe toujours à l'avenir, au vu des derniers scandales de corruption de membres importants? Comment croire encore à cette structure? Alors là, je crois qu'on est en fait pas vraiment. Voilà, il faut que ce soit des questions quand même vraiment directement. C'est un très bon sujet, mais ce sera peut-être dans un autre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël. Est-ce que tu prévois de répondre à ça? Alors, bon, on peut dire un mot, mais franchement, ça c'est aussi, par exemple, justement, dans cette idée d'explorer le futur, c'est aussi de ne pas réagir à chaud. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un scandale de corruption, il faut savoir que la corruption, elle a lieu partout dans le monde. Quand on est en dehors de l'Union européenne, la corruption est encore supérieure. Bon, il y a quelque chose comme ça de, quand même, l'Union européenne, c'est un environnement démocratique. Il y a quelque chose aussi, donc réagir, remettre en question l'Union européenne parce qu'il y a un problème, je pense que c'est voilà, la focale de ne pas télescoper les incidences. Il y a des choses qui sont problématiques et qui ont une certaine incidence. La remise en question de l'Union européenne, souvenons-nous aussi, qu'est-ce qu'il y avait avant l'Union européenne, c'est-à-dire un continent de conflits. Donc, gardons bien ça en tête également. Alors moi, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est une question qui est plus de nature politique. C'est de l'opinion publique là dont on parle. Voilà, si on veut pas. Là, en anticipation, en prospective, on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait faire basculer l'UE dans une transition, dans quelque chose. Et voilà, c'est plutôt cet aspect-là que nous on traiterait plutôt que de se positionner par rapport à ça. Mais merci quand même, c'est une question intéressante dans tous les cas. Disons que ça fait partie des défis futurs. Ça aussi, identifier ces défis futurs, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors du coup, Robin? Ou Amine? Oui, c'est moi qui vais prendre le relais. Alors, on a deux questions qui sont plutôt dirigées vers Madame Bidot-Waddington. Alors, la première, c'est que signifie Paris Ars Universalis, donc le titre de votre ouvrage? Et la deuxième, à quoi ressemble le quotidien du métier de Madame Bidot-Waddington? Alors, je vais commencer par la deuxième question, puis je viendrai après sur Paris Ars Universalis. Donc, le métier, c'est vraiment je dirais un écosystème avec des temps d'observatoire. Vraiment, je suis quelqu'un qui recueille énormément d'informations, me tient très au courant sur beaucoup de sujets. C'est des temps d'échange et de rencontres. Moi, je suis quelqu'un qui aime aussi de comprendre
pas simplement par l'information, mais par l'échange, la rencontre, la collaboration, d'être assez sur le terrain. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi bien avec des entreprises que des écoles, que des villes, que des lieux culturels, pour avoir cette diversité de collaboration, de connaître les organisations dans leur quotidien, leur manière de travailler, leurs imaginaires et leur vocabulaire, leur métier, leurs compétences. Et puis ensuite, c'est des temps aussi de réflexion, de se mettre un peu plus en retrait pour aussi laisser, voilà, il y a un travail de réflexion pour reconceptualiser les choses. Et ce temps, je vais pouvoir le prendre également, Marie-Hélène a évoqué que j'étais artiste, mais c'est parfois aussi en faisant de l'art que je vais trouver des clés pour reconceptualiser des mouvements de transformation du monde. Donc c'est vraiment ce va-et-vient. Donc je dirais que c'est déjà une attitude d'ouverture très large, de toujours être curieuse. Je travaille aussi avec des gens de toutes les générations, c'est très important, de tous les niveaux de formation. Je fais des projets dans divers pays, donc d'abord d'être un peu à 360 degrés. Ça, c'est vraiment un élément important. Et puis ensuite, vraiment d'avoir une écologie de travail un petit peu soignée, avec des temps où aussi on va pouvoir se mettre un petit peu en veilleuse de la vie sociale et de la vie extérieure. Et donc, notamment, quand j'écris un bouquin, je privilégie aussi un temps de réflexion et de maturation. Du coup, j'en viens à la deuxième question sur mon bouquin Paris Ars Universalis, scénario fiction d'un futur Grand Paris. En fait, j'ai mené un projet de 2008 à 2017 sur le futur du Grand Paris à la Sorbonne, donc là avec des financements de recherche académique. Et le prisme de ce projet, c'était vraiment de me focaliser sur comment la créativité, les écosystèmes créatifs, que ce soit du côté de l'innovation ou de la culture, pouvaient être des leviers pour réinventer un autre Grand Paris qui ne soit pas celui que les politiques prévoyaient avec simplement un métro et une espèce de fausse gouvernance, où je trouvais que le débat était un peu technocratique. Et donc, ce projet, c'était essayer d'explorer par des méthodes plus créatives ce que pourrait être un Grand Paris qui se fait avec ses acteurs et ses écosystèmes créatifs. Et donc, le bouquin, c'est un scénario fiction qui simule une expo universelle en 2025 et raconte un scénario fiction, vraiment, la fabrique d'un Grand Paris qui se fait par le prisme de cette exposition universelle fictive. Hein, c'est une pure spéculation, mais il me semblait important d'interroger, parce que cette question de l'universalisme, c'est un des défis aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ces notions, c'est l'héritage occidental qui est complètement obsolète aujourd'hui. Paris est une des villes et une des cultures qui a façonné ces codes de l'universalité. Aujourd'hui, on est plutôt dans des recherches de pluriversalisme. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'évoquer le Grand Paris comme un lieu laboratoire du Grand Paris avec sa diversité, et que ce concert de ce rendez-vous d'une expo universelle à Paris pouvait être l'occasion d'interroger les fondements historiques de la ville en l'ouvrant vers des réflexions plus tournées vers la ville et ce dialogue de la diversité autour de ces questions de l'universalisme. Donc ça, c'est vraiment un défi. Après, je parle beaucoup des enjeux de l'innovation, de la culture, de la technologie, du web. Du Web 3, déjà, il y a déjà des choses sur toute l'économie des blockchains et tout ça. Donc voilà, normalement, c'est un bouquin, ça commence comme un ouvrage universitaire et ça finit comme un roman de science-fiction. Et normalement, assez rapidement, vous êtes assez mordu. Donc voilà, il est toujours disponible en ligne sans problème. Merci, merci. Alors, comme on court un petit peu après le temps, pas trop, mais un petit peu, je préfère qu'on passe maintenant à Olivier, qu'on va écouter, voilà, pour avoir un deuxième son de cloche. Hein, la pensée émerge dans la stéréo. Donc, voilà, on va avoir l'angle maintenant d'Olivier, donc puisqu'on est aussi là dans une business school pour vraiment appliquer ces méthodes au monde de l'entreprise. Donc, voilà, on a un ancien business manager qui a étudié également la prospective, donc parfait pour nous présenter son angle à lui sur ces outils appliqués au monde de l'entreprise. Je vais vous dire, donc je vous présente rapidement Olivier, qui a dirigé pendant près de 20 ans en France et à l'étranger des entreprises, de la filiale de multinationale à la jeune entreprise innovante en passant par l'ETI. Il est convaincu que des approches stratégiques linéaires et traditionnelles empêchent de développer des visions holistiques de l'avenir et d'identifier précocement les opportunités
opportunités et les menaces qui se profilent. Et c'est pour ça qu'il décide de se consacrer à la prospective et à l'anticipation avec pour objectif de bénéficier du meilleur de ces deux approches. Il coach aujourd'hui des dirigeants en phase de transition et des jeunes en création et finalise le développement de méthodes et d'outils permettant de rendre la prospective et l'anticipation très opérationnelles et donc utilisables pour les entreprises. C'est de cela dont il va nous parler dans le cadre d'une intervention dont je n'ai plus le titre, mais qui, voilà, il va nous redire parce que j'ai oublié de noter le titre exact qui est sur le programme, mais vous l'avez vu. Voilà, Olivier, à toi de parler. Bonjour à tous, bonjour à tous. Écoutez, après cet exposé fort brillant de la prospective, je vais avoir un double challenge, c'est qu'il est 20h et donc je vais rentrer en concurrence avec le match Argentine-Croatie, donc il va falloir que je sois extrêmement percutant. Donc mon sujet, moi, c'est vraiment la diffusion de la prospective et de l'anticipation au sein des entreprises. Alors quand je parle d'entreprise, je ne parle pas de grands groupes, je ne parle pas de collectivités qui sont rodées à la prospective, qui ont des services de prospective internes. Je parle, moi, des PME, grosses PME plutôt, et ETI. Et donc, je vais partager avec vous des convictions, des solutions et bien évidemment des interrogations. La première conviction que j'ai, c'est que ce sont les entreprises et leurs collaborateurs qui vont changer le monde. Ça, c'est clair. Elles en ont la capacité, elles en ont la puissance. Les études, elles montrent aussi très clairement que les entreprises qui anticipent, qui se projettent, quelle que soit finalement la pertinence de leur projection, réussissent mieux que les autres, parce qu'elles vont développer pendant cet exercice des capacités, en particulier des capacités d'adaptation, qui leur seront très utiles, quel que soit le futur qui finalement va se présenter à elles. Par contre, ce que l'on note quand on regarde les entreprises que je vise actuellement, c'est que cet exercice de projection, il est assez limité. Vous avez tous entendu parler des fameux plans à 3 à 5 ans que développent les entreprises. Alors pourquoi 3 à 5 ans? Parce qu'au-delà, elles se sentent un peu impuissantes et puis il y a un certain manque d'intérêt. Donc ça, c'est en termes de projection dans le temps. Et puis en termes de méthodologie, c'est souvent des projections qui sont assez linéaires. L'avenir, c'est on regarde le passé, on regarde le présent, et puis on trace plus ou moins un trait, et puis on dit on va mettre plus 3, plus 4, plus 5% par rapport à ce qui s'est passé. Or, dans un monde du cas, comme vous l'a fort bien décrit, cette approche linéaire, elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce que trop d'événements se présentent, se percutent, pour penser que on va pouvoir en maîtriser les effets le jour où ils se présentent. Et ça, d'autant plus que le chef d'entreprise, il est souvent seul, alors il est bien évidemment parfois entouré de son comité de direction, et qui doit en assumer la charge et en assumer la responsabilité. Et on l'a vu très clairement, cette linéarité, elle a été catastrophique dans des événements comme le Covid, comme le conflit en Ukraine, avec en particulier l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie. Et puis demain, entre les tensions géopolitiques, entre la Chine et les USA, les effets climatiques, il va vraiment falloir avoir une approche totalement différente. Donc si l'entreprise de demain, elle veut pouvoir faire face, il est important qu'elle développe une vision holistique de son environnement, qu'elle soit capable, comme on vous l'a expliqué, de collectivement identifier et interpréter ce qui pourrait se passer, les tendances, les signaux, qu'elle soit capable de mesurer comment ces événements, seuls ou combinés, ils vont pouvoir impacter l'entreprise, et puis enfin, quelles actions elle veut entreprendre pour soit en limiter les effets, soit saisir des opportunités qui ne manqueront pas d'apparaître. Et donc à ce titre, la prospective et l'anticipation sont des atouts précieux pour se projeter avec confiance dans l'avenir. Malheureusement, le constat, il est sans appel. Très peu de dirigeants connaissent et comprennent la portée de ces deux disciplines. Moi, quand je parle avec des dirigeants d'entreprise et qu'ils me disent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc je leur explique, je leur dis « moi voilà, je fais de la prospective » et je leur explique tous les avantages de la prospective. Ils me disent « mais c'est super ce que tu fais ». Sincèrement, ils me disent « mais je ne connaissais pas, c'est vraiment super ce que tu fais. Allez, salut, à la prochaine ». Donc si la prospective suscite l'intérêt, le constat, c'est qu'elle ne suscite pas l'envie. Et pourquoi elle ne suscite pas l'envie, en tout cas auprès de la cible qui m'intéresse? Tout d'abord, c'est que vous avez, moi je rencontre 3 typologies de chefs d'entreprise. Je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent « mais attends, moi je fais des croissances de 20% tous les ans, la France, l'Europe, demain les États-Unis, pourquoi est-ce que tu veux que je m'embête à aller regarder 10 ans en avant ?»
J'ai le chef d'entreprise qui me dit, attends, mais moi, dans 6 mois, je ne sais même pas si je vais être là, hein, si je vais encore pouvoir payer mes gars. Donc, 10 ans, laisse tomber. Et puis après, il y a tous les autres qui disent oui, pourquoi, comment, peut-être, mais voilà. Et alors, pourquoi ces gens-là ne s'engagent pas? C'est parce que la prospective, elle est souvent perçue comme trop compliquée, longue, voire dérangeante. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez un gars qui va arriver, qui va mettre les mains dans le moteur, qui va mettre les mains dans votre boîte, qui va commencer à distribuer la parole, qui va potentiellement questionner vos choix, votre vision du monde, hein, et puis qui va éventuellement faire émerger des choses que vous n'avez pas vues, alors que c'est votre job, de chef d'entreprise, d'établir la vision, et vous êtes reconnu pour ça. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, ou bien vous êtes inconscient, ou bien vous êtes désespéré, et là, malheureusement, c'est déjà trop tard, pour vraiment faire entrer la prospective dans votre organisation. Et puis la troisième raison, c'est parce que la prospective, elle est perçue comme souvent trop théorique et mobilisant des ressources internes qui sont souvent déjà débordées par le quotidien. Et puis, les chefs d'entreprise, ils sont un peu comme chacun d'entre nous. Ils aiment qu'on leur prédise l'avenir. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein, mais ils aiment qu'on leur dise, regarde le monde, voilà ce qui va se passer dans le monde, dans ton secteur. Et ça, c'est la négation même de la prospective, comme vous l'écrit. La prospective, elle vous dit, nul ne peut prédire l'avenir avec certitude. Hein, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est l'imaginer. Donc, chef d'entreprise, ok, imaginer, passer du temps, c'est compliqué. Et c'est là, je pense, que l'anticipation peut devenir un allié précieux à la prospective. Non pas parce qu'elle prédit l'avenir, hein, mais parce qu'elle se place dans un temps déjà qui est plus court, qu'elle date, hein, ces anticipations, donc elle les rend tout ça beaucoup plus appréhendable, hein, par le chef d'entreprise. Et puis quelque part, l'anticipation, elle vous dit, mais le monde, il est déjà écrit, l'histoire, elle est écrite. C'est à vous, en développant vos capacités d'anticipation, en devenant une collectivité intelligente de l'avenir, de repérer comme le souligne souvent Marie-Hélène, ces icebergs-là qui sont là sur le chemin et au travers lesquels vous allez devoir naviguer. Hein, naviguer, oui, mais comme elle le dit aussi, hein, avec tout le monde au hublot, l'équipage, les passagers, pour regarder ce qui se passe et pouvoir anticiper. Et donc, en fait, au regard un peu de ces constats, tout l'enjeu, en tout cas tel que moi je me le suis défini, c'est d'allier le côté un petit peu noir de l'anticipation, hein, en tout cas telle qu'elle est développée par le laboratoire européen d'anticipation politique, qui a pour vocation de repérer les points de rupture, hein, et qui donc finalement rend extrêmement tangible la chose, avec une prospective qui, elle, est plus optimiste, qui laisse une grande place à la volonté, hein, comme moteur de changement. Vous savez, le fameux futur souhaitable pour lequel on se mobilise pour le faire se réaliser. Donc, convaincre les entreprises, convaincre les dirigeants, c'est globalement ne pas leur parler de prospective. Hein, parce que si vous commencez à leur parler de prospective d'une façon générique, ils se lassent, ça devient compliqué. Il faut vraiment mettre cette démarche au service d'un besoin tangible qui est perçu ou suggéré et qui va s'ancrer dans le domaine du possible. Hein, c'est pas voilà comment la prospective va vous aider à devenir plus performant, mais c'est comment elle va vous aider à résoudre une problématique donnée. Alors, quelle est la boîte qui va vous disrupter dans les 5 ans qui viennent? Hein, quand moi je m'adresse à des boîtes de santé animale, de boîtes qui font des vaccins, des boîtes qui font de l'aliment pour animaux domestiques, et je leur dis, mais les gars, c'est la fin des chiens et des chats. Ils vont être remplacés par des clones robotisés dotés d'une intelligence artificielle. Vous n'aurez plus besoin de les abandonner le mois d'août sur une aire d'autoroute. Hein, vous n'aurez plus besoin de les maltraiter. Vous aurez juste besoin de les épancher, de les mettre dans une petite valise et de les emmener avec vous. Donc vraiment, si on veut développer, en tout cas à mon niveau, la prospective, il faut faire son homework au départ pour être tout de suite impactant, rentrer par une problématique majeure et par une expérience concrète et ainsi faire petit à petit grandir l'intérêt et le besoin. Donc ça, c'est vraiment le constat que j'ai fait et c'est comme ça que je suis en train d'orienter mon direction et de travailler en particulier avec le laboratoire européen pour essayer de mixer cette approche de prospective et d'anticipation. J'ai vu que dans le programme, et puis votre directrice l'a très fortement, très justement souligné en début d'exposé, c'est comment on forme ces jeunes, quelles capacités, quelles compétences il faut savoir développer pour arriver à ça.
Moi, je crois que la première compétence, ou le premier soft skill, c'est l'humilité. Hein, il faut être humble, parce que si vous n'êtes pas humble, que vous arrivez à déjà des idées préconçues, et ben, vous perdez complètement l'intérêt. Le deuxième chose, c'est le pragmatisme. Alors, moi, je sais, j'entends beaucoup de prospectivistes qui parlent, ils travaillent sur des sujets, la prospective et l'éthique. Ok, mais je veux dire, un chef d'entreprise, s'il fait de la prospective, hein, et qui veut être là demain, il a plutôt intérêt à être éthique. Hein. Donc, c'est pas la peine de lui faire des grands discours sur l'éthique et la prospective. Il sait globalement très bien ce qu'il a à faire. Parce que s'il joue pas le jeu, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et tout, très rapidement, il va être dénoncé et très rapidement, ça va être terminé pour lui. La troisième qualité, c'est bien évidemment la perspicacité. Et puis la quatrième, c'est la pensée rationnelle. Aujourd'hui, on est trop dans l'irrationalité. On est trop dans la polarisation. Il faut qu'on arrive vraiment à développer une pensée rationnelle si on veut pouvoir traiter nos enjeux avec rationalité et sérieux. Et puis l'autre qualité, moi je me dirais que il faut se sentir inspiré. Il faut se sentir inspiré par un idéal, par une véritable envie et profonde envie d'imaginer autre chose. Et puis, on vous l'a aussi expliqué juste avant, il faut être capable d'accepter l'autre, hein, et s'inscrire ainsi dans la co-construction. Et puis, la dernière qualité, et ça j'ai pu vraiment l'expérimenter autour de ma vie professionnelle, c'est le courage. Parce qu'il n'est jamais facile, avant l'heure, d'aller contre l'ordre établi. Hein, et la prospective, c'est déjà imaginer des choses que des gens qui sont dans le business au quotidien ne voient pas, et ils se demandent pourquoi vous venez les embêter avec ça. Donc c'est pour le dirigeant en particulier, ou du moins le temps de l'exercice de la prospective et de l'anticipation, je qualifie ça, c'est accepter de tout perdre. Il faut qu'il se mette vraiment dans une optique où il est prêt à accepter de tout perdre, s'il veut vraiment tirer tout cela scientifique moelle de l'exercice de prospective et d'anticipation, et vraiment s'autoriser des possibles qui ne s'étaient jamais autorisés jusque-là. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur vraiment l'approche très très pragmatique de l'entreprise, du chef d'entreprise, qui au quotidien se heurte, du moins doit vivre avec son quotidien et en même temps développer des capacités de projection. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Donc là, on a effectivement un point différent, très différent. Tu auras droit de réponse, hein, Raphaël, bien sûr. Voilà, donc Olivier nous a parlé d'anticipation, qui est, moi, la méthode effectivement que j'utilise dans le laboratoire européen d'anticipation politique. Effectivement, on a des angles assez différents sur l'avenir, donc c'est intéressant de les combiner, puisque c'est là que la pensée critique peut émerger, comme je disais tout à l'heure. Et notamment, effectivement, nous, dans l'anticipation, d'abord, on ne dit pas que l'avenir n'est pas une science, on dit que l'avenir est une science humaine, donc elle n'est pas une science, bien sûr, scientifique et fondamentale, mais c'est quand même une science humaine, comme l'histoire, et ça utilise d'ailleurs des moyens ça peut être, les histoires de signaux, les données de l'avenir, comme les données du passé, qui sont d'un passé qui n'est plus là, d'un avenir qui n'est pas encore là, sont assez similaires. Donc, c'est vrai qu'on a des prédicats qui sont assez différents, mais voilà, tout le monde apporte des choses différentes, et la combinaison de ces différentes méthodes est de toute manière très intéressante. Donc, merci Olivier d'avoir apporté ça, ces différents éléments. Sur l'aspect courage, j'ai envie de rebondir juste sur l'aspect courage. Effectivement, c'est une des qualités qu'on fait aussi nous. Il y avait d'ailleurs humilité aussi qu'on faisait beaucoup ressortir. Mais sur l'aspect courage, c'est justement que dans l'anticipation, on se mouille. On ne dit pas « Oh, c'est très difficile de dire des choses pour sûr ». On prend le risque, et puis on évalue, et puis on a le droit de se tromper, on a le devoir d'apprendre de ses erreurs, et puis c'est par ces erreurs qu'on apprend, qu'on améliore notre compréhension du futur, et donc c'est vraiment des fondamentaux de la méthode. Alors, avant de passer, on n'a plus que 12 minutes exactement, donc je voudrais repasser la parole à Raphaël, et puis puisque Guillaume est à nos côtés, si tu veux faire une remarque ou un commentaire, on va peut-être donc tous parler. Moi, je viens de parler. Raphaël, Guillaume, un petit mot. Et ensuite, si on a des questions, on repasse la parole à l'audience. Très bien, merci de me redonner la parole. Je pense qu'on était assez convergents parce que moi, j'ai présenté la prospective comme vraiment une discipline qui a ses codes et qui a sa raison d'être. En effet, dans les entreprises, c'est souvent
un peu une usine à gaz dont les résultats ne sont pas forcément probants, hein. Il faut vraiment, soit il y a vraiment les moyens et l'espace et la raison de faire un vrai effort de prospective, mais sinon des méthodes beaucoup plus ad hoc qui hybrident de l'analyse de tendance avec de l'innovation, avec de la scénarisation, sont beaucoup plus adaptées à l'accompagnement des entreprises pour trouver sa place. Et c'était vraiment le sens de mon intervention aussi au départ, de bien clarifier au départ pourquoi on fait de la recherche pour explorer le futur. Moi, c'est plutôt d'abord ce terme de recherche que je trouve important parce que c'est toujours s'émanciper un petit peu de ses certitudes que d'explorer le futur. C'est-à-dire qu'on est prêt à laisser apparaître des hypothèses futures qu'on n'avait pas imaginées, qui sont susceptibles à un moment donné de créer du doute par rapport à des certitudes. Donc cette attitude de recherche, je pense que ça c'est vraiment la composante fondamentale. Après les méthodes, eh bien, elles doivent être ajustées selon les impacts qu'on veut rechercher. Est-ce qu'on veut former ses collaborateurs? Est-ce qu'on veut innover avec des nouveaux produits, des nouveaux services? Est-ce qu'on veut repenser sa stratégie? Est-ce qu'on veut communiquer selon c'était le sens d'une de mes 2 premières slides, c'est vraiment de réintroduire cette raison du pourquoi de l'effort d'exploration du futur. Ensuite, par rapport à cette notion de prospective versus anticipation, je trouve que l'anticipation, il y a beaucoup d'acteurs de la prospective qui sont très engagés sur cette notion d'anticipation. Pour moi, elle marche très bien avec cette notion de gestion de risque. On anticipe des risques, on modélise des hypothèses pour vérifier si on est prêt. Mais je trouve que finalement, c'est une attitude qui est un petit peu sur la défensive parce que on imagine des choses et puis en fait on est toujours un petit peu en train d'essayer de parer au feu. Or, parfois, il faut vraiment faire un effort de créativité pour aller imaginer des scénarios encore autres. Et donc, moi, j'ai tendance à privilégier un peu d'anticipation avec l'analyse des tendances qui permet de comprendre vers quoi on va, mais ce n'est pas tant l'anticipation que saisir les mouvements. Et puis ensuite, un effort un peu plus constructiviste, d'hypothèses futures, de scénarios, d'impact. L'anticipation en fait partie, mais j'ai tendance à peu l'utiliser pour ma part, cette notion d'anticipation, parce que je trouve qu'elle vient... Elle est un petit peu trop tournée sur cette notion de gestion de risque, qui est hyper importante, mais voilà, j'ai tendance à être plutôt sur d'autres codes. Voilà. Merci Raphaël. Guillaume, tu nous dis un mot. On a Claire aussi qui nous a rejointe et qui nous a rejoint. Est-ce que tu pourras aussi nous dire un petit mot avant qu'on passe la parole à la salle? C'est gentil de me donner la parole, mais c'est très improvisé. Bon, d'abord, je vois Claire qui sourit, elle se dit je vais dire une bêtise. Non, d'abord, merci infiniment aux 2 intervenants parce que moi, je me suis mis aussi dans la peau de nos étudiants ce soir. Moi, j'étais un étudiant, alors je suis aussi un intervenant à vos côtés. Merci à vous 2, c'était passionnant. Ça m'a fait remonter dans des sujets, etc., la théorie des scénarios, etc. C'était passionnant. Moi, j'ai envie de vous citer un aphorisme que j'aime bien et que je vous sors spontanément, mais qui va faire écho à ce que vous venez de dire tous les 2, mais vraiment une synthèse pour les étudiants, qui sont quand même le sel des années futures. Voilà, enfin, et nous d'ailleurs, c'est ça notre motivation, c'est la transmission pour transmettre quelque chose. Et j'aime beaucoup celui-ci qui dit, et je pense qu'Olivier s'y retrouvera notamment, la vérité d'aujourd'hui, c'est de reconnaître le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est le principe de réalité. Et quand Olivier invoque cette valeur un peu trop oubliée qui est l'humilité, reconnaître le monde tel qu'il est, non tel qu'on voudrait qu'il soit, ne pas être dans le wishful thinking, pour reprendre un terme anglais, mais celle de demain, c'est de ne pas l'accepter tel qu'il est aujourd'hui et de le construire tel qu'on voudrait qu'il soit. Et cette fois-ci, on voit bien qu'il y a le constructivisme et qu'on a presque un devoir d'action. Et cette fois-ci, pour les valeurs qu'invoquait Olivier, c'est celle du courage. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Pour citer un autre aphorisme, finalement, c'est allier le geste du professionnel au cœur de l'amateur. Et le geste du professionnel, je pense que c'est notre rôle, aux côtés de Claire et de l'école, de le transmettre
D'ailleurs, nous, on est des professionnels qui enseignent, mais le cœur de l'amateur, c'est vraiment le courage et donner envie. Et moi, voilà, j'ai juste envie de vous dire à tous les deux, puis merci à vous tous, puis à Marie-Hélène d'avoir organisé cette conférence. C'était de très, très haut niveau et c'est très plaisant d'entendre ça. Et je vous ai fait l'offre à toutes les deux, à Claire et Marie-Hélène. Si un jour vous souhaitez que je fasse quelque chose qui sera encore sous un autre angle, mais sur le même thème, j'ai quelques petits trucs en magasin. On pourra faire quelque chose en français ou en anglais d'ailleurs. Super, Voilà. merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Très bon résumé. Oui. Tu as mis tout le monde d'accord. C'est un peu mon rôle. À toi, Claire, si tu peux nous dire un petit mot aussi. Oui, bah dans la lignée de ce que vient de dire Guillaume, hein, qui a toujours des métaphores ou des citations qui nous permettent de monter encore davantage le débat. Merci beaucoup et je trouve que c'est une très très belle introduction à cette série de conférences. Ça n'est que le début, donc on imagine à quel point les choses vont pouvoir devenir intéressantes sur des thèmes très différents, mais vous avez posé les bases et les fondamentaux de ce qui est important à comprendre. Vous avez parlé à plusieurs reprises de constructivisme, qui est un terme qui peut paraître un peu chinois parfois pour des étudiants qui sont en entreprise, en alternance, et qu'on utilise plutôt en recherche. Mais il est intéressant parce que le constructivisme, c'est le réel qui se fait en même temps qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on peut être très acteur, parce que les choses se font et en fait, on a une mainmise et un pouvoir sur les choses. Et c'est ça que je trouve génial et que vous avez parfaitement bien illustré. Donc, un grand merci à tous les deux. Vraiment. Très bien. Alors, Robin, Amine, merci Claire. Hein, merci. Et Robin, Amine, est-ce que vous avez des questions? 2, 3 questions? Enfin, même pas. On a peut-être 1 ou 2 questions. Amine. Alors oui, on a encore quelques questions de la part des étudiants. La première, c'est est-ce que certaines anciennes recherches prospectives se sont révélées exactes sur notre présent, notamment par rapport à certains événements actuels comme la guerre en Ukraine ou la crise des matières premières? Alors là, il faut se tourner plus vers l'anticipation. Hein, tout à fait. Alors nous, la guerre en Ukraine, figurez-vous qu'on l'avait anticipé, nous, d'une manière… On l'a anticipé en 2016, pendant la campagne présidentielle américaine. On avait dit, si, allez, ça va vous choquer peut-être, mais c'était une anticipation, hein, on ne fait pas de morale. On avait dit, si à l'époque c'était Clinton est élu, on aura la guerre en Ukraine en mars 2017. Et sinon, on gagnera 4 ans. Voilà. Mais vous en avez, parce qu'il y a tout un courant de pensée, d'écrit, etc., y compris d'ailleurs dans la littérature, puisque Claire me fait la gentillesse de souligner mon amour pour la littérature. Vous avez tout un courant de pensée sur les choses qui ont été prémonitoires. C'est pas forcément de la science-fiction, mais dans un truc qui n'est pas de la littérature, vous avez le rapport de la CIA qui a été écrit de mémoire à la fin des années 90, au début des années 2000, qui avait bien prévu le Covid. Hein. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et par une analyse des risques qui pouvait sembler un peu elliptique à l'époque, mais c'était bien dans les risques très présents. Pour vous dire un autre sujet, mais je ne veux pas trop prendre la parole, mais par exemple, moi dans le groupe dont je suis un des cadres, pour la première fois, on arrive finalement à avoir plus de certitude sur un avenir lointain que sur un avenir court. Ça peut vous sembler paradoxal, mais nos intervenants y ont fait référence. Il y a une donne qui est certaine, parce qu'elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas, c'est notamment la transition climatique, énergétique, le réchauffement, gna gna gna. Bon, je ne vais pas en faire un long laïus, mais on est certain que la pression réglementaire et la pression sociale vont être telles sur les 20 prochaines années que pour nous, c'est déjà des donnes de verdissement de l'actif des bilans des banques pour financer des actifs verts pour les autres. Là où on est très embêté en ce moment, c'est justement sur un avenir à court terme, à 1 an et demi, 2 ans, sur la courbe des taux, le risque de liquidité, la montée des impayés, social unrest, comme on appelle ça, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et c'est très, très troublant ce qu'on vit en ce moment de ce point de vue-là. Et moi, je trouve que c'est très, très bien qu'on se pose ces questions-là et que vous, non pas pour rentrer dans des propos confus en se disant on se pose des questions, on n'a pas de réponse, mais je reviens sur ce que disait Olivier, très intéressant, c'est le fait même de se poser des questions qui ne fait pas que cet avenir sera divinatoire, mais qu'on s'y sera préparé. Et aussi, peut-être sur
l'analyse de tendance, hein, j'insiste encore un petit peu sur cette méthode qui est quand même très adaptée justement à cet ajustement permanent d'une relation au futur, parce que par exemple ces enjeux des ressources et des matières premières, bon, moi j'ai pas mal travaillé sur les enjeux du pétrole à une époque. Et donc, l'histoire des ressources, c'est vraiment un turnover de crises les unes après les autres. Hein. Même toute l'histoire économique est rythmée de crises de ressources, de shortage et de perte d'accès et de montée des prix et de boycott et d'embargo. Donc ça, c'est vraiment l'histoire économique est jalonnée en fait de séquences de crises des ressources. Donc c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais ensuite, l'analyse de tendance, c'est ce qui permet de sentir comment des tendances s'accentuent ou s'estompent. C'est-à-dire qu'on peut les avoir un peu sous le coude et puis d'année en année, les mettre à jour, sentir est-ce que ça se confirme et voilà, avoir un rapport un peu fluide avec ces hypothèses futures, de telle manière qu'on n'est pas avec juste un scénario où, en fait, d'une certaine manière, on a toujours tort. Hein. Moi, je l'ai vu en écrivant mon bouquin où j'ai fait un parti pris d'une narration et en fait, évidemment, on ne peut pas avoir raison sur tout, ça c'est bien évident, mais je trouve que ce rapport un peu dynamique avec les éventualités futures, avec les tendances, c'est une manière voilà, d'avoir une relation, d'être très connecté finalement aux risques et aux mouvements en cours. Et finalement, c'est ça dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions plus que d'avoir un avenir clairement défini. Bien, alors je crois que ça va couper. Est-ce que, Amine, c'est le cas? Est-ce que tu peux encore nous poser une question? Est-ce qu'on a droit encore à 5 minutes? Parce que sinon, oui, on a encore quelques questions de la part des étudiants, si on pouvait y répondre. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que le gouvernement fait-il appel à des prospectivistes? Oui. Le gouvernement a toute une cellule de prospective, le président a des conseillers. À Matignon, il y a une équipe prospective. Il y a partout, aussi dans les collectivités territoriales, des services de prospective. Donc, je ne dirais pas dans toutes les collectivités territoriales, mais il y a quand même beaucoup d'instances de réflexion prospective. Parfois aussi, un conseiller prospectif qui va nourrir le dirigeant un petit peu en aparté de l'activité quotidienne. Merci. Une autre question? Vite. On essaye d'aller vite oui. Pour en avoir. Est-ce que vous pensez qu'un futur à la Matrix serait un futur plus réaliste aujourd'hui? Bah, les enjeux, disons que la science-fiction, j'en parlais tout à l'heure, permettent de faire des hypothèses des hypothèses de scénarios futurs, des expériences de pensée au futur. Après, il faut savoir que pour les besoins cinématographiques, un film, ça reste une proposition de divertissement, c'est une proposition culturelle qui est là pour aussi générer des émotions, pour vous faire peur, vous faire plaisir, vous faire rêver. Donc, on est dans un espace de la fiction. Donc, penser un futur comme Matrix, non. Par contre, se servir de Matrix pour réfléchir à qu'est-ce que peut être le métavers, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, oui, l'intégrer dans une réflexion prospective. Mais disons que le scénario du film lui-même, justement, je pourrais partager avec les étudiants cet article que j'ai écrit où je parle aussi de la science-fiction comme une machine à fabriquer des émotions autour de la technologie, qui peut être aussi, elle, un instrument. Hein. On voit comment la Silicon Valley et Hollywood ont marché de concert pour rendre sexy et attractif les technologies. Hein. Donc, ce rôle du cinéma, c'est aussi un instrument de pouvoir pour rendre sexy et attractif les technologies digitales. Donc, gardons un petit peu de distance par rapport à ce scénario à la Matrix. Qui me le propose? Qu'est-ce que je dois en penser? Et comment je réfléchis intelligemment avec ce genre de propositions, d'expériences de pensée, même d'expériences esthétiques et sensibles. Donc, pourquoi pas, mais avec un minimum de distance et avec voilà, de la confrontation de points de vue, de la diversité. Et je conclue avec ces notions de futur pluriel. Oui, moi je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'en matière de science-fiction, on en a quand même vécu un scénario de science-fiction en vrai qui ouvre sacrément l'imagination. C'est quand même le confinement du Covid worldwide. Ça, des scénarios de science-fiction qui soient allés jusque-là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a eu des films qui parlaient la maladie de Hambourg, etc., qui montraient des situations de pandémie, mais la planète entière confinée et personne n'avait osé. Donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on peut se permettre d'imaginer que l'avenir va être fait de trucs qu'on a déjà vu au cinéma, voire pire. Une autre question? Oui. La prochaine question est la suivante. Pensez-vous que l'écart entre les avancées prospectivistes du binôme USA-Chine et l'Union européenne se réduit?
Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Non, moi non plus. Ah, pardon, je vais la répéter. Pensez-vous que l'écart entre les avancées prospectivistes du binôme USA-Chine et l'Union européenne se réduit? L'avancée prospectiviste, alors c'est plutôt dans le leadership de l'avancée du monde. J'imagine que c'est plutôt ça. Est-ce que l'Union européenne est susceptible de proposer une alternative à cette tension entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que ce serait ça la question? C'est difficile à comprendre, oui. On a du mal à la comprendre, je crois, là, cette question. C'est dommage, parce qu'elle est mal formulée. La Mais... perspective, typiquement, ce serait, qu'est-ce que c'est un monde voilà, où la mainmise, par exemple, sur le continent africain, la mainmise de la Chine devient vraiment très importante, et à ce moment-là, il y a un autre paysage, une multipolarité qui s'organise de cette manière-là. Donc ça, ce serait un éventail d'hypothèses à évaluer. Peut-être dans ces cas-là, je recommanderais à la personne qui a posé les questions de structurer des what if, des et si. Ça peut être une manière aussi de structurer un petit peu une pensée, très simplement, de lister un peu toutes les et si associés. Allez, encore 2 questions rapides et on arrête. Yes. Alors, il y a une question concernant le métavers. Donc, avec le développement du métavers qui permet d'être dans un autre monde, ne craignez-vous pas que les citoyens évitent de chercher des solutions pour sauver notre planète et se détournent du monde réel pour justement aller dans des mondes virtuels? Alors justement, c'est ça qui est mis en scène dans le film Ready Player One. Hein. Les citoyens passent leur temps dans le métavers, dans ces univers de jeux, de combat, de divertissement, parce que la planète est devenue une énorme poubelle. Bon, alors ça, c'est exactement sur ce genre de questions. On va essayer de sentir, il y a une tendance qui pourrait laisser à penser ce genre de choses. En même temps, il y a aussi l'hypothèse de est-ce que le métavers peut être une ressource et une manière de travailler de concert pour soutenir la transition environnementale et le passage à des économies bas carbone en étant moins consommateur de biens tangibles et matériels, mais peut-être plus de consommation virtuelle. Il y a aussi des arbitrages qui peuvent se faire de ce genre-là. Je ne fais pas l'apanage des métavers, mais je pense que ça fait partie des réflexions prospectives de sentir et de déployer voilà, différentes hypothèses entre le métavers comme plus énergivore ou le métavers aussi comme possibilité de soutenir la transition environnementale, ce qui peut s'envisager également. C'est-à-dire qu'en fait, nous on conçoit le métavers comme un moyen d'échapper au réel, hein, qui devient trop oppressant, trop compliqué, trop dur à vivre. Hein. C'est un peu une drogue du coup. Hein, voilà. Ou bien on considère le métavers comme un lieu d'expérimentation, parce que ça peut aussi devenir un lieu d'expérimentation où on va tester des nouvelles idées, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de faire, voilà, sans effet immédiat sur le réel. Allez, encore une question, Amine, et puis... On a encore 2 petites questions, je pense qu'on aura le temps pour répondre aux 2. Alors la première, c'est qu'est-ce qu'une vision holistique? Donc une vision qui va en prendre, plutôt que de raisonner avec 2-3 paramètres de son environnement, c'est regarder d'une façon large, profonde, qu'est-ce qui se passe autour de vous, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Voilà, c'est vraiment de regarder les choses d'une façon extrêmement macro et très, très large. C'est tout à fait cohérent, enfin compatible avec ce que je disais sur l'innovation, le fait qu'on était obligé de sortir d'une vision complètement centrée sur l'usage pour intégrer des réflexions un peu plus larges. Et ça, la prospective, et ça, je suis tout à fait alignée avec ce que vient de dire Olivier sur cette vision holistique, c'est intégrer dans sa réflexion beaucoup plus de paramètres et de facteurs qui concernent les choix, les orientations. Et l'intérêt d'avoir cette approche-là, c'est plutôt que de prendre les éléments les uns après les autres et regarder les effets de chaque élément, c'est de regarder comment ils peuvent se combiner, hein, et comment deux éléments qui n'ont pas forcément un impact important de façon isolée peuvent, quand ils sont combinés, avoir un effet beaucoup plus important. Merci. Et donc, dernière question avec une note un peu plus légère. Comme Olivier l'a évoqué un peu plus tôt, il y a l'Argentine qui joue ce soir. L'Argentine a ouvert le score et on a un étudiant qui nous demande si l'Argentine pourrait éventuellement remporter cette Coupe du Monde dans un avenir proche
selon vous? Alors écoutez, je peux vous répondre à ça parce que ça m'intéresse. Je suis un modèle qui avait déjà pronostiqué les résultats de la dernière Coupe du Monde. Et le modèle qui tourne, ou du moins qui a tourné, il prévoyait l'Argentine et l'Angleterre en finale. Donc déjà, il s'est gouré. Donc il ne reste plus que l'Argentine. Donc si le modèle est toujours bon, que c'était l'Argentine et l'Angleterre, non. Mais donc théoriquement, c'est l'Argentine qui doit gagner la Coupe du Monde. Au moment où vous avez dit ça, l'Argentine a doublé la mise. Donc votre pronostic avait l'air plutôt pas mal. Oui, mais bon, il va falloir qu'ils battent la France maintenant, ou le Maroc, je ne sais pas. Tout à fait. En tout cas, c'était une super dernière question. Merci beaucoup, Amine. C'est bien choisi. Génial. Merci à celui qui l'a posé. C'est génial que vous posiez autant de questions. C'est une marque d'intérêt. Oui. Alors, en plus des questions, on a eu beaucoup de remarques des étudiants qui remerciaient tous les intervenants. Donc, soit Guillaume, Madame Sauvigné, vous, Madame Caillol, Olivier ou Madame Bido-Waddington. On a eu pas mal de messages de remerciements, donc ça a vraiment intéressé les étudiants. Merci. C'est super, ça fait très plaisir d'entendre ça. Moi, je tiens effectivement à remercier les intervenants qui ont été brillants et voilà, c'était passionnant. J'ai appris moi aussi des choses. Ça m'amène toujours à réfléchir, donc j'aime beaucoup. Je voudrais remercier donc Raphaël, bien sûr, de son intervention, Olivier, Claire, Claire pour son soutien, pas seulement pour son inauguration aujourd'hui formelle, mais pour tout le soutien à cette démarche de l'avenir qu'elle soutient depuis 4-5 ans. Les jeunes qui étaient là, Hamza et Robin qui ont fait, et puis Amine, enfin voilà, vous en avez vu passer, donc ça c'était super. Ouais, et puis je tiens à remercier maintenant l'équipe. Alors dans l'équipe, il y a Félicia Maillard, Priscilla Selva, Karine Labouesse qui ont énormément aidé, qui sont dans l'administration, la plupart d'entre vous les connaissent, mais il y a bien sûr ma petite équipe préférée, donc Yasmine Chebili, j'aimerais bien qu'ils apparaissent à l'écran, qu'on les voit, qui s'est occupée de la communication, Marie-Isabelle Delaplanche qui a travaillé avec moi sur le contenu, Sabal Hadref qui était sur la logistique, on aurait dû faire en présentiel, mais voilà, sur la logistique, il y avait des choses quand même à donner un grand coup de main, même s'il y avait moins de logistique. Robin Maupu qui nous a aidé sur des aspects technologiques, le questionnaire, des choses comme ça. Amine sur les intervenants, et puis voilà, vous l'avez vu là tout à l'heure. Et je suis contente d'accueillir Elie Asmar dans notre équipe depuis aujourd'hui, qui va s'occuper de la traduction du replay en anglais pour que tout le monde le voit. Donc merci à vous, surtout aussi étudiants et professeurs, puisqu'on a souhaité qu'il y avait parmi vous aussi des enseignants qui étaient de l'INSEC qui écoutaient. Donc merci d'avoir participé, posé vos questions. Et on se retrouve le 17 janvier, donc troisième mardi du mois de janvier, à la même heure, au même endroit, sur le thème, probablement, on n'est pas encore complètement sûr que ce soit le prochain thème, on sait ce que sera février, mais on sera probablement sur le monde VUCA. On aimerait bien passer quand même sur ce monde VUCA volatile, incertain, complexe et ambigu, qui constitue bien sûr le contexte qui nous oblige à affiner nos radars, parce que voilà, les intuitions et les émotions suffisent plus pour pouvoir naviguer sans péril dans une mer démontée. Voilà, donc merci à tous. Le replay, dites à vos camarades qui n'ont pas pu venir qu'il y a un replay. Le quiz, alors donc il va y avoir un quiz qui va être circulé dans la semaine. Voilà, pour ceux qui ont envie d'y répondre, voilà, on vous donnera des indications sur ce quiz, qui sera un petit peu comme le questionnaire qu'on a fait passer avant, voilà, qui a peut-être pas de caractère obligatoire. Ce qui aura en revanche à la fin de toutes les conférences, on vous demandera de rédiger une petite synthèse de toutes ces conférences, et ça, ce sera en revanche noté. Voilà, vous avez vu apparaître les En thérapie de l'avenir sur Bootcamp, donc suivez, on va poster le PowerPoint, j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus sur le PowerPoint de Raphaël, on va le poster, il y aura le replay, il y aura des documents liés à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci à tous et au 17 janvier donc. Au revoir. Merci. Super, merci. À bientôt. Bravo.